Tout commence dans le gris étouffant de la Pologne occupée de 1941. Les barbelés s'élèvent soudainement comme des griffes d'acier autour du ghetto de Cracovie. Le jeune Raymond Liebling, qui ne s'appelle pas encore Roman Polanski, regarde sa liberté s'effacer. L'air est chargé de la poussière des bâtiments démolis et de la peur constante des rafles. Sa mère, Bula, tente de maintenir un semblant de normalité dans une pièce surpeuplée. Son père, Richard, observe le monde extérieur avec une résignation amère. Le bruit des bottes allemandes sur les pavés devient le métronome de son existence. Un matin, le chaos explose lorsque les soldats forcent les portes des maisons. Roman voit sa mère être emmenée de force vers les camions d'attente. Ce sera la dernière fois qu'il sentira la chaleur de sa main. Elle sera déportée à Auschwitz, un lieu dont elle ne reviendra jamais. Le père de Roman prend une décision désespérée pour sauver son fils. Il pousse l'enfant à travers un trou dans le mur de briques du ghetto. Roman se retrouve seul dans la campagne polonaise, un fantôme parmi les vivants. Il doit cacher son identité sous un nom d'emprunt pour ne pas être dénoncé. La faim devient une douleur sourde et permanente dans son ventre d'enfant. Il apprend à lire les visages des paysans pour savoir qui peut l'aider ou le livrer. Chaque bruit de moteur sur la route est un signal de mort potentiel. C'est ici, dans l'ombre, qu'il développe son regard de futur cinéaste. Il observe la cruauté humaine comme un spectateur forcé d'une pièce d'horreur. Un jour, des soldats s'amusent à l'utiliser comme cible pour s'entraîner au tir. Il court en zigzagant, le sifflement des balles frôlant ses oreilles. Ce traumatisme gravera en lui une vision du monde où le danger est partout. Les familles catholiques qui l'hébergent exigent de lui une piété de façade. Il apprend à porter un masque, une compétence qui lui servira toute sa vie. La violence devient banale, une simple partie du décor quotidien. Il voit des corps pendus au balcon comme d'étranges fruits amers. À la fin de la guerre, le petit Roman erre dans les décombres de son enfance. Il retrouve son père, survivant des camps, mais c'est un homme brisé. Le silence s'installe entre eux sur le destin de la mère disparue. Ces images de cadavres et de peur nourriront ses futurs films d'une noirceur unique. Le ghetto n'est pas seulement un lieu géographique, c'est devenu son architecture mentale. L'absurdité du mal devient pour lui une évidence cinématographique. Pour échapper à ses cauchemars, il se tourne vers le monde de l'image. Sa première rencontre avec une caméra est une révélation presque mystique. Mais le passé ne reste jamais enfoui très longtemps sous les décombres. Il grandit dans une Pologne communiste qui remplace une oppression par une autre. Son talent commence à briller dans les écoles de cinéma malgré la censure. Chaque plan qu'il compose semble hanté par un secret inavouable. Pourtant, alors qu'il s'apprête à conquérir le monde, une ombre bien plus grande l'attend en Californie. Quittant les cendres de l'Europe, Roman Polanski pose ses valises dans un Hollywood en pleine mutation. Le jeune réalisateur transporte avec lui une vision sombre et décalée que l'Amérique n'a jamais vue. Les studios remarquent vite ce prodige polonais capable de transformer l'angoisse en art pur. Son premier succès international, Repulsion, installe une atmosphère de malaise psychologique inédite au cinéma. Roman savoure cette reconnaissance qui efface peu à peu les traumatismes du passé nazi. C'est sur le plateau de son prochain film, Le bal des vampires, que le destin s'apprête à frapper. Il y rencontre une jeune actrice dont la beauté illumine instantanément chaque prise de vue. Sharon Tate n'est pas seulement une actrice débutante, elle devient le centre du monde de Polanski. Leur relation fusionnelle captive la presse People qui les surnomme le couple le plus glamour d'Hollywood. Ils parcourent le monde, de Londres à Paris, vivant une vie de bohème dorée et insouciante. Mais dans le cinéma de Polanski, le bonheur est souvent le prélude à une tragédie inévitable. En 1968, il réalise son chef-d'œuvre absolu, Rosemary's Baby, qui terrifie le public mondial. Ce film sur le satanisme urbain semble attirer des forces obscures autour du couple. Malgré le climat oppressant de son œuvre, sa vie privée avec Sharon reste un havre de paix. Ils emménagent bientôt dans une magnifique villa située sur Cielo Drive, dans les collines de Los Angeles. Sharon annonce alors à Roman qu'elle attend leur premier enfant, un moment de grâce absolue. Polanski se voit déjà père, imaginant un futur loin des horreurs de sa propre enfance. La villa de Cielo Drive devient le point de ralliement de l'élite créative de la ville. Des musiciens, des acteurs et des intellectuels s'y croisent dans une ambiance de liberté totale. Pourtant, certains visiteurs remarquent que la maison semble isolée du reste du monde. Roman doit s'absenter pour préparer son prochain projet en Europe, laissant Sharon à Los Angeles. Ce départ temporaire pèse lourdement sur le moral de la jeune femme enceinte.
Elle se sent vulnérable dans cette grande demeure malgré la présence de ses amis. À Londres, Roman travaille sans relâche, ignorant que la menace se rapproche de son foyer. Dans les ombres du désert californien, un groupe de marginaux commence à s'intéresser à cette villa. Ils sont guidés par une figure charismatique et dérangée qui prêche l'apocalypse. Sharon, ignorant tout de ce danger, passe ses journées à lire et à se reposer. Elle écrit souvent à Roman pour lui raconter les coups de pied de leur futur enfant. Le temps presse et la fin de la grossesse approche à grands pas en ce mois d'août 1969. Une chaleur étouffante s'abat sur Los Angeles, rendant l'atmosphère électrique et pesante. Les chiens de la propriété aboient sans raison apparente vers les buissons sombres. Roman promet de rentrer dans quelques jours, juste à temps pour l'accouchement. Mais le destin a déjà scellé le sort de la demeure du 1050 Cielo Drive. Des silhouettes sombres se rassemblent à la lisière de la propriété, armées de couteaux et de haine. À l'intérieur, la vie s'écoule encore paisiblement pour les quelques invités présents ce soir-là. Ils ne se doutent pas que le rêve hollywoodien est sur le point de se transformer en cauchemar absolu. La porte d'entrée, d'ordinaire accueillante, devient le rempart fragile d'une tragédie imminente. Un premier cri déchire le silence de la nuit californienne, marquant le début de la fin. L'innocence des années 60 s'apprête à mourir dans un bain de sang injustifiable. Alors que la terreur s'abat sur la villa, Roman Polanski décroche son téléphone à des milliers de kilomètres, sentant que quelque chose d'irréparable vient de se produire. Le silence qui suit l'appel téléphonique à Londres pèse plus lourd que n'importe quel cri. À des milliers de kilomètres de là, le soleil se lève sur une scène que l'humanité ne peut oublier. Winifred Chapman, l'employée de maison, arrive à la propriété sans se douter de ce qui l'attend. Elle découvre d'abord des fils téléphoniques coupés, traînant sur le sol comme des veines tranchées. En entrant dans la cour, ses yeux se posent sur une voiture où repose le corps sans vie de Steven Parent. Ses cris déchirent la tranquillité matinale des collines de Los Angeles. La police arrive sur les lieux pour découvrir une boucherie qui dépasse l'entendement. Sur la porte d'entrée blanche, le mot « pig » est écrit avec le sang de Sharon Tate. À l'intérieur, les corps de Jay Sebring et de Sharon gisent dans le salon, reliés par une corde. Sharon Tate était enceinte de 8 mois et demi, portant le premier enfant de Roman. Polanski apprend la nouvelle par un ami proche alors qu'il s'apprête à quitter Londres. Le monde s'écroule instantanément pour le réalisateur qui croyait avoir fui l'horreur en Europe. Son retour à Los Angeles se fait sous l'escorte des médias et de la peur. Il insiste pour retourner sur les lieux du crime, cherchant désespérément une réponse au chaos. Les taches sur le tapis racontent une histoire que son esprit refuse d'accepter. La presse commence à spéculer sur les penchants sombres de Polanski pour expliquer la tragédie. On l'accuse d'avoir attiré le malheur par l'esthétique occulte de son film Rosemary's Baby. Polanski devient obsédé par l'idée que le tueur se trouve parmi ses propres amis. Il soupçonne même Bruce Lee, l'entraîneur d'arts martiaux de Sharon, après une remarque sur une paire de lunettes. Les funérailles de Sharon Tate sont un spectacle de douleur publique insupportable. Il regarde le cercueil descendre, sachant qu'il enterre aussi son futur. L'innocence des années 60 meurt brutalement ce jour-là sous le soleil californien. Des rumeurs de drogue et d'orgie circulent pour salir la mémoire des victimes. Roman tente de protéger l'honneur de Sharon face à une presse avide de scandales. Il s'isole dans une maison de près, incapable de supporter la vue du vide. Ces nuits sont peuplées de cauchemars où le ghetto de Cracovie et Cielo Drive se confondent. Le traumatisme de l'enfance ressurgit, l'homme se sentant à nouveau traqué par une force invisible. La police de Los Angeles semble piétiner, incapable d'identifier les coupables pendant des mois. Chaque jour sans arrestation nourrit la paranoïa qui ronge Hollywood. Polanski commence à porter une arme, ne faisant plus confiance à personne. Il revisite les cassettes de Sharon, écoutant sa voix pour ne pas oublier son timbre. La culpabilité du survivant le dévore. Pourquoi était-il à Londres ce soir-là ? Les rapports d'autopsie deviennent sa seule lecture, une quête de vérité morbide. Le visage de Sharon apparaît sur chaque écran, dans chaque reflet de vitrine. L'été de l'amour s'achève dans un bain de sang et de désillusion. Les amis de Roman commencent à s'éloigner, effrayés par l'obscurité qui émane de lui. Finalement, l'ombre d'un homme étrange commence à émerger des rapports de police. Le nom de Charles Manson commence à circuler dans les couloirs du commissariat. Polanski réalise que le mal n'était pas une vengeance personnelle, mais une folie aveugle. Cette révélation ne lui apporte aucune paix, seulement une nouvelle forme de terreur. Les détails sur la famille commencent à filtrer, décrivant un culte de la mort niché dans le désert. Polanski comprend que le monstre qui a pris sa vie n'a pas encore montré son vrai visage.
Les récits des survivants du culte parlent d'une prophétie apocalyptique appelée Helter Skelter. Alors que la police s'apprête à percer le mystère Manson, Roman découvre une lettre anonyme glissée sous sa porte contenant un seul cheveu blond. Le cheveu blond trouvé sous la porte de Polanski semble être un écho spectral des victimes de Cielo Drive. Mais pour comprendre cette horreur, il faut remonter aux origines d'un homme nommé Charles Manson. Manson sort de prison en 1967 avec une guitare à la main et une haine profonde pour la société. Il s'installe à San Francisco durant l'été de l'amour, se fondant dans la foule des hippies égarés. Avec un charisme venimeux, il commence à recruter de jeunes femmes vulnérables en quête de sens. Il se présente à elles comme une figure messianique mêlant philosophie chrétienne et paranoïa. La petite troupe quitte bientôt la ville pour s'isoler dans le désert aride de Californie. Il trouve refuge au Span Ranch, un ancien décor de cinéma pour westerns tombé en ruine. Sous le soleil brûlant, Manson instaure un régime de contrôle absolu sur sa famille. Les drogues deviennent un outil de soumission, brisant la volonté de ses adeptes nuit après nuit. Manson développe une obsession maladive pour l'album blanc des Beatles. Il interprète leurs paroles comme des prophéties d'une guerre raciale imminente qu'il nomme Helter Skelter. Pour lui, cet apocalypse est nécessaire pour qu'il puisse enfin régner sur le monde. Manson méprise l'élite d'Hollywood qui a refusé de lui donner une chance en tant que musicien. Son échec auprès des producteurs de Los Angeles nourrit une rancœur meurtrière envers les riches. Il commence à entraîner ses disciples au maniement des couteaux et aux combats furtifs. Les nuits au ranch sont marquées par des rituels étranges et des chants discordants. Tex Watson, son bras droit, devient l'instrument principal de sa volonté destructrice. Manson convainc son groupe que le meurtre est un acte de libération spirituelle. À Los Angeles, l'ambiance change alors que des rumeurs de disparition circulent. Le plan de Manson se précise, frapper au cœur de l'industrie qui l'a rejeté. Il cible la villa du 1050 Cielo Drive, ignorant qu'il occupe réellement à ce moment-là. Le 8 août 1969, l'ordre est donné de commettre un acte qui choquera le monde entier. 4 membres de la famille montent dans une voiture, armés de haine et de lames affûtées. Ils roulent vers les collines de Hollywood, porteurs d'un message de mort. Le massacre qui s'ensuit n'est pas seulement un crime, c'est une mise en scène macabre. Sharon Tate devient la cible involontaire d'une vengeance qui ne la concernait pas. Manson ne participe pas physiquement au meurtre, mais il en est le chef d'orchestre invisible. Le lendemain, la police découvre une scène de crime dépassant l'entendement humain. Le mot « pig » écrit avec le sang des victimes sur la porte d'entrée glace le sang des enquêteurs. La paranoïa s'empare instantanément de toute la communauté de Los Angeles. Les stars d'Hollywood achètent des armes et engagent des gardes du corps par dizaines. Roman Polanski, brisé, cherche désespérément à comprendre qui a pu commettre une telle atrocité. Il commence sa propre enquête, soupçonnant même ses amis les plus proches. L'ombre de Manson plane sur la ville, bien qu'il reste encore introuvable pour les autorités. La famille continue ses activités, persuadée que le chaos final a commencé. Manson se sent désormais invincible, comme s'il avait réussi à déchirer le tissu de la réalité. Mais chaque empire bâti sur le sang finit par s'effondrer sous le poids de sa propre folie. Les forces de l'ordre resserrent l'étau autour du ranch, alors que les témoignages commencent à fuiter. Pourtant, une menace plus intime semble toujours poursuivre Polanski dans sa solitude. Alors qu'il examine de nouveau le cheveu blond, il remarque une petite étiquette attachée, une adresse qu'il ne connaît que trop bien. L'adresse inscrite sur l'étiquette nous ramène directement aux collines hantées de Los Angeles en mars 1977. Roman Polanski, alors au sommet de sa carrière après le succès de Chinatown, cherche une nouvelle muse pour un magazine de mode. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Samantha Geimer, une adolescente de seulement 13 ans au visage angélique. Sous le prétexte d'un shooting pour Vogue Homme, il propose de la photographier dans la résidence secondaire de Jack Nicholson. La villa, située sur Mulholland Drive, est isolée et entourée d'une végétation dense. L'ambiance de la séance photo commence à changer lorsque Roman sort du champagne et des sédatifs. Samantha, intimidée par le prestige du réalisateur, ne soupçonne pas le piège qui se referme sur elle. Ce qui devait être une simple collaboration professionnelle bascule dans l'illégalité la plus totale. Les détails de cet après-midi tragique allaient bientôt faire les gros titres de la presse mondiale. Quelques jours après les faits, la police de Los Angeles est alertée par la mère de la jeune fille. L'onde de choc est immédiate dans le milieu feutré du cinéma hollywoodien. Roman Polanski est arrêté et conduit au poste pour un interrogatoire qui durera des heures.
Les chefs d'accusation sont multiples, incluant le viol sur mineurs et l'usage de substances illégales. Pour le réalisateur, c'est le début d'un cauchemar judiciaire dont il ne voit pas l'issue. Ses avocats tentent de négocier un accord pour éviter la prison ferme, mais le juge est inflexible. Il est envoyé pour une évaluation psychiatrique de 42 jours dans la prison d'État de Chino. Cette période d'incarcération le marque profondément, le renvoyant à ses vieux démons de l'enfance. À sa sortie temporaire, il réalise que le juge Rittenband a l'intention de le condamner lourdement malgré les accords. La peur de retourner derrière les barreaux pour le reste de sa vie s'empare de lui. Il prend alors une décision radicale qui marquera l'histoire judiciaire américaine. Tard dans la nuit, il se rend discrètement à l'aéroport international de Los Angeles. Sans prévenir personne, il achète un billet simple pour Londres, puis Paris. Le décollage de l'avion symbolise la fin de sa vie américaine et le début d'une cavale sans fin. Il devient officiellement un fugitif de la justice américaine, un statut qu'il gardera pendant des décennies. En France, il trouve refuge grâce à sa double nationalité, protégée par des lois d'extradition complexes. Le monde du cinéma se divise alors entre ceux qui le soutiennent et ceux qui réclament justice pour Samantha. Les images de la villa de Nicholson reviennent sans cesse hanter les colonnes des journaux. Samantha Geimer, quant à elle, tente de reconstruire sa vie loin du tumulte médiatique. Elle exprime plus tard son désir de clore l'affaire, fatiguée d'être définie par ce seul événement. Mais la justice américaine n'oublie jamais et les mandats d'arrêt restent actifs année après année. Polanski continue de tourner en Europe, souvent dans des décors clos qui reflètent son propre isolement. Chaque voyage hors de France devient pour lui un risque calculé de se faire arrêter par Interpol. Sa réputation est ternie à jamais, oscillant entre le génie artistique et le prédateur sexuel. Le débat public s'intensifie sur la distinction entre l'homme et son œuvre cinématographique. Les fantômes de son passé, de la Shoah à la mort de Sharon Tate, semblent justifier pour certains sa dérive. Pourtant, l'innocence brisée d'une enfant de 13 ans reste le fait brut qu'on ne peut effacer. Des années plus tard, un événement inattendu en Suisse va relancer la traque mondiale. Polanski pense être en sécurité en se rendant à un festival de cinéma pour recevoir un prix d'honneur. Mais à la frontière, les autorités l'attendent avec un mandat d'arrêt international fraîchement réactivé. Alors qu'il descend du véhicule, il aperçoit dans la foule un homme qui lui tend une enveloppe scellée contenant un secret dévastateur. L'enveloppe scellée pesait comme du plomb entre les doigts tremblants du réalisateur alors que la foule s'agitait autour de lui. Il jeta un coup d'œil rapide à l'inconnu qui lui avait remis le pli, mais l'homme avait déjà disparu dans la cohue de l'aéroport. Sans un mot, il s'engouffra dans l'avion en partance pour Paris, laissant derrière lui le sol américain pour la toute dernière fois. Le vol fut une agonie de silence où chaque vibration de l'appareil semblait annoncer l'intervention de la police fédérale. À son arrivée sur le sol français, il respira enfin l'air frais d'une terre qui refusait d'extrader ses propres citoyens. Sa vie devint immédiatement un jeu d'échecs complexe entre la création artistique et l'esquive des mandats d'arrêt internationaux. Il savait que franchir une seule frontière mal choisie pourrait le ramener directement dans une cellule de Los Angeles. Les médias français l'accueillirent comme un génie persécuté, tandis que l'opinion américaine le voyait comme un prédateur en fuite. Malgré le scandale, il se jeta à corps perdu dans la réalisation de son prochain chef-d'œuvre pour oublier sa condition. Chaque coup frappé à sa porte de l'avenue Montaigne provoquait chez lui un sursaut de terreur pure. Ses avocats travaillaient jour et nuit pour trouver des failles techniques dans le dossier Geimer. L'exil n'était pas seulement géographique, il était aussi émotionnel, le coupant de ses amis de Hollywood. Aux États-Unis, le juge Rittenband refusait de lâcher prise, transformant l'affaire en une vendetta personnelle. Les années passèrent et Polanski se construisit une forteresse de respectabilité au cœur de l'élite culturelle européenne. En 2009, le passé le rattrapa brutalement lors d'un voyage vers un festival de cinéma en Suisse. Les menottes se refermèrent sur ses poignets, mettant fin à 3 décennies de liberté relative. Il fut conduit dans une cellule de prison suisse, loin des projecteurs et du luxe de ses résidences. Le monde du cinéma se mobilisa immédiatement, signant des pétitions pour demander sa libération. Le débat public s'enflamma, opposant le génie de l'artiste à la gravité de son crime passé. Pour Polanski, cette incarcération réveilla les traumatismes enfouis de son enfance dans le ghetto. Il craignait par-dessus tout que la Suisse ne finisse par céder aux pressions de Washington. Après des mois de détention, il fut finalement assigné à résidence dans son chalet de Gstad. Un bracelet électronique à la cheville lui rappelait à chaque instant que sa liberté n'était qu'une illusion. Le réalisateur ne pouvait pas faire un pas dehors sans être assailli par les téléobjectifs des paparazzi.
La bataille juridique s'éternisait, épuisant ses ressources et son moral déjà fragile. En juillet 2010, les autorités suisses refusèrent enfin l'extradition, lui permettant de regagner la France. Mais ce n'était qu'une victoire de courte durée dans une guerre qui ne semblait jamais finir. Le département de la justice américaine jura de ne jamais abandonner les poursuites contre lui. Il était devenu le symbole vivant d'une impunité que beaucoup ne pouvaient plus tolérer. Sa carrière continua, mais chaque film était désormais scruté à travers le prisme de son passé criminel. De nouvelles accusations surgirent dans le sillage de mouvements sociaux mondiaux menaçant son sanctuaire. Polanski se retira de plus en plus dans le silence, ne s'exprimant que par la caméra. La haine à son égard grandissait sur les réseaux sociaux, transformant son nom en un synonyme d'infamie. À 80 ans passés, l'homme semblait enfin fatigué de cette fuite en avant qui durait depuis 1977. Il se demandait si la mort serait la seule frontière que les procureurs de Los Angeles ne pourraient franchir. Un nouvel appel de son avocat en pleine nuit vint briser ce moment de calme relatif. Une nouvelle procédure venait d'être lancée en Pologne, le pays de son enfance meurtrie. La traque recommençait, inlassable, comme si le destin refusait de lui accorder le moindre répit. Il comprit que l'exil n'était pas une destination, mais une prison sans barreaux dont il était le seul gardien. Dans l'ombre de son bureau, il ouvrit enfin l'enveloppe reçue des années plus tôt et ses yeux s'agrandirent de terreur. Le document révélait que son arrestation en Suisse n'était pas un hasard, mais une trahison orchestrée par son cercle le plus proche. La trahison de ses proches en Suisse laisse une cicatrice indélébile sur le vieil homme exilé. Il réalise que le monde qu'il a connu est en train de se fragmenter sous ses pieds. À l'extérieur, le vent du changement commence à souffler avec une violence inattendue. Le mouvement MeToo redessine les contours de ce qui était autrefois toléré à Hollywood. Les cérémonies de remise de prix deviennent les nouveaux champs de bataille de son passé. En 2020, son sacre au César provoque une onde de choc sans précédent dans l'industrie. Des actrices quittent la salle en signe de protestation, refusant d'applaudir son talent. Polanski observe ces scènes depuis son refuge, prisonnier de sa propre légende noire. L'opinion publique est désormais irrévocablement scindée en deux camps irréconciliables. D'un côté, les défenseurs de l'art pur exigent la séparation de l'œuvre et de l'homme. De l'autre, les victimes et leurs alliés dénoncent l'impunité d'un système complice. Pour Samantha Geimer, le pardon est venu après des décennies de lutte médiatique. Elle-même demande la fin des poursuites, souhaitant enfin tourner la page de son enfance volée. Pourtant, la justice américaine refuse de lâcher prise sur son suspect le plus célèbre. Roman contemple les fantômes de Sharon Tate qui hantent encore ses nuits blanches. Le visage de la jeune femme assassinée reste figé dans une éternelle jeunesse cinématographique. Il se demande si sa vie entière n'a été qu'une fuite pour échapper à cette horreur originelle. Ces films, de Rosemary's Baby au Pianiste, reflètent cette lutte constante contre le mal. L'art a été son salut dans le ghetto, mais il est devenu son fardeau à Hollywood. Les nouvelles générations de cinéastes regardent ses œuvres avec un mélange de fascination et de dégoût. Les archives de la famille Manson sont rouvertes périodiquement, ravivant les plaies de 1969. La tragédie de Cielo Drive ne sera jamais totalement exorcisée par le temps. Roman sait qu'il ne pourra jamais retourner aux États-Unis sans risquer la prison à vie. Ses enfants grandissent dans l'ombre de son nom, portant un héritage trop lourd pour eux. Malgré tout, il continue de tourner, car le silence est pour lui une forme de mort. Les plateaux de tournage sont les seuls endroits où il se sent encore maître de son destin. Mais chaque nouveau film est accueilli par des appels au boycott et des cris de colère. Il a fini par accepter que sa vie est une œuvre d'art brutale et sans montage final. La France reste sa terre d'asile, un sanctuaire qui le protège mais qui l'isole aussi. Il repense souvent au petit garçon courant dans les rues de Cracovie pour sauver sa vie. Ce garçon est devenu un géant du cinéma, mais aussi un paria de la morale. La fatigue de l'exil commence à peser sur ses épaules maintenant voûtées par l'âge. Il refuse de demander pardon publiquement, restant ancré dans son silence provocateur. Le souvenir de Sharon est la seule chose que le scandale n'a pas réussi à souiller. Il sait que son nom sera à jamais lié à l'horreur, autant qu'à la beauté de ses images. La nuit tombe sur sa résidence alors qu'il éteint les lumières de son bureau. La ville de Paris scintille au loin, indifférente au tourment d'un seul homme. L'histoire retiendra de lui un génie déchu, un survivant hanté par ses propres fautes. Le rideau tombe enfin sur cette existence, marquée par le sang, le génie et l'exil. Roman Polanski reste une énigme insoluble, une part d'ombre nichée au cœur du 7e art.